Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et du pixel où on décortique et analyse l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Alors en cette fin de janvier 2019, des gros AAA venus du Japon nous arrivent, le premier d'entre eux étant Resident Evil 2 Remake, donc à cette occasion nous allons parler de la saga Resident Evil. Et Titouan nous en fera une critique tout à l'heure, il nous rejoindra plus tard. Mais donc en plateau pour parler de cela nous avons Joe salut. Bah, du coup, je te demande pas si ça va parce que. Ça va super, j'ai un petit truc dans la gorge, mais ça va super. Donc, Joe. Merci de me recevoir, bonsoir. Bonsoir. Joe et Nico sur MCM. Tout à fait. Rokirama, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus écoute, Joe et Nico sur MCM, c'est des vidéos quotidiennes qui sont diffusées d'abord sur la page officielle du Facebook de MCM et ensuite sur la chaîne, qui durent entre 3 et 5 minutes et dans lesquelles on parle de pop culture, donc ciné, séries, jeux vidéo, musique, un petit peu tout ce que tu veux, nos coups de cœur du moment. Et puis Rokirama, un magazine dont je fais partie de l'équipe de rédaction depuis le tout début, et pareil, un magazine qui parle de pop culture, particulièrement de cinéma, et dont et avec des hors-séries également. Voilà, on est au 16e, 18e numéro, je crois, je sais plus, mais en tout cas ça se passe bien, on est content, on est ravis, on aime. Très bien, un petit compte Instagram aussi. Oui, un compte Instagram de photos de jouets, car c'est ma passion, les jouets. D'accord. Et particulièrement de les prendre en photo, que je sais pas dessiner ou que je me suis dit, tiens, je vais faire des photos de jouets. Vous pouvez trouver ça sur French Toy Love, French_Toy_Love, et voilà, vous verrez un petit peu ce que je fais avec mes jouets et mon appareil photo. Eh bien, ce n'est pas sale. Super. Pour parler de Resident Evil, nous avons également Eddie, alias Monique du Tartare de Radio Kawa. Bonjour. Salut, ça va ? Ça va très bien. C'est pas la première fois que tu viens dans l'émission, t'étais venu parler de la Switch. Exactement. On était dans la même team dans le quiz musical, on avait perdu, donc du coup cette fois tu t'es mis avec Karel cette fois pour pouvoir gagner. Attends, dans mes souvenirs on avait gagné. Hein. Ah peut-être, mais comme je perds tout le temps, pour moi je parle. Nous avons donc pour parler de Resident Evil, Karel, tu as repris une place de chroniqueur. Oui, il paraît, oui. Attention, je me fais à ce siège. Je vois des gens qui crient au coup d'état au Venezuela sur le chat. Tout se passe comme prévu. Fantastique. Excellent. Mais donc on va parler de Resident Evil, mais pas que, puisque Titouan va faire la critique du remake, et toi tu vas nous parler de quelque chose de violent et sanglant aussi. Oui, violent, sanglant, The Punisher. Ah d'accord, et c'était bien ou pas ? C'était violent pour moi. C'était violent pour toi, d'accord. On salue tout le monde sur le chat. Nous avons Dr Lencher, Hildebrando, tous ceux que Mafuba, tous ceux que je rate. N'hésitez pas à nous écrire et nous répondrons à vos remarques les plus pertinentes et intelligentes, bien sûr. Mais avant tout cela, eh bien, c'est l'heure du point news. Et je commence avec Nintendo. Je vais vous parler de Nintendo un petit peu cette semaine, puisque mardi on a appris que le lendemain allait diffuser un Indie Highlight un peu sorti de nulle part. C'était un peu moins excitant que prévu, mais il y a quand même quelques petites news qui sont à noter, notamment l'arrivée de Wargroove de Chucklefish, l'héritier spirituel d'Advance Wars, je vois Karel s'excite, qui débarque le 1er février prochain sur Switch, Xbox One et plus tard sur PS4 et sur PC également. Ça vous tente un peu ça ou... Non, c'est pas le truc qui m'a le plus toi Karel, je sais que exalté. Ouais, mais justement il y a des trucs qui vont t'exalter. Mais toi t'es fan d'Advance Wars, non ? Ah bah toujours dans l'éternel. Moi c'est la série, enfin fuck Fire Emblem. Ok, d'accord. Alors, bois de l'eau. Moi, je suis très content pour Wargroove, mais Fire Emblem, je suis chaud aussi. D'accord, très bien. Mais ensuite, on a eu d'autres annonces. On a eu un nouvel opus de la saga SteamWorld avec l'épisode Quest qui mêle des composantes RPG à un jeu de cartes qui sortira cette année. Il y a Slay the Spire qui vient de sortir dans sa version définitive. Est-ce qu'il risque pas de se marcher un peu sur les pieds ? On verra. Ensuite, on a Double Kick Heroes qui est un shoot'em up français survolté. Je suis très très chaud. Sur bande son de métal, on va dézinguer du zombie. Ça sortira cet été en premier sur Switch, mais c'est déjà dispo sur Steam en accès anticipé. Alors, je sais pas si ça vous... Ouais, je suis complètement partant pour ce genre de délire débile. Ça a l'air parfaitement con et je pense que je vais m'amuser. Bon bah très bien. En parlant de jeux complètement con, on a aussi Goat Simulator Gotti qui n'est plus à présenter mais qui est déjà disponible sur Switch avec toutes ses extensions. Et enfin, dans ce que j'avais noté, il y avait Unruly Heroes qui est un platformer fait par d'anciens de chez Ubisoft qui fait penser au dernier Rayman. Ça a l'air vraiment de ressembler à ça et c'est dispo dès maintenant sur Switch, PC, Xbox One et plus tard sur PS4. Dis-moi. Pardon, moi j'ai noté Inmost et je suis très très chaud. Ah mais je l'avais vu mais ça m'a pas, tu vois. Donc, comme j'ai dû faire des coupes, voilà.
Non, est-ce qu'il y a d'autres choses, vous, dans ce que je viens de dire, qui vous intéressent ou d'autres jeux qui vous ont tapé dans l'œil durant le premier, c'est tout. Et toi J'ai pas rattrapé les annonces et de ce que. Enfin, j'ai vu parler, en vrai, j'ai eu que Wargroove en fait. Ouais, je crois que c'est un peu l'annonce que tout le monde retient maintenant. C'est surtout la date, mais après, il y a beaucoup de jeux, on attend des dates, je sais pas s'ils en ont donné. C'est beaucoup cet été ou année 2019. Ouais, mais genre le nouveau Shovel Knight, enfin le dernier truc de la dernière partie de Shovel Knight qui arrive, est-ce qu'ils ont donné une date ou toujours pas? Non, toujours pas. Je ne crois pas, non. Ok. Voilà. Chez Nintendo, toujours encore plus inattendu, vendredi, on a eu donc une vidéo officielle de Nintendo diffusée sur YouTube dans toutes les langues que le développement de Metroid Prime 4 a recommencé de zéro. C'est assez surprenant parce que certaines rumeurs disaient que le jeu allait peut-être sortir cette année. Pour rappel, il avait quand même été annoncé à l'E3 2017, donc on sait. Il serait temps qu'il arrive. Donc c'est Shinya Takahashi, le manager général du planning de développement chez Nintendo, qui a déclaré, je cite, « Nous sommes au regret de vous annoncer que le processus de développement n'a pas encore atteint les standards que nous attendions d'une suite de la série Metroid Prime. » La transparence a été plutôt bien acceptée par les fans et on en a appris un petit peu plus après sur ce qui s'était passé. Donc le jeu était développé jusque-là, on pense, rien n'était officiel, mais c'est ce qui se dit par Bandai Namco Singapour et Japon. Et là, le développement donc, de ce reboot qui part de zéro est confié à Retro Studio qui avait originellement développé la trilogie, les 3 premiers. Sauf qu'il reste plus grand monde aujourd'hui dans les studios qui ont participé à ça, donc c'est plus un nom peut-être que des talents. On savait pas trop ce qu'ils faisaient Retro Studio depuis Donkey Kong Tropical Freeze. Visiblement, il y a un pas grand chose. Moi, je savais même pas qu'ils existaient encore. Enfin, le fait qu'ils existaient encore, oui, je m'en doutais, mais je pensais que c'était vraiment au point mort. Et c'est presque pour ça que c'est ça qui m'a le plus surpris dans cette annonce à la limite. Oui. Ah d'accord, super. Ça, ça te paraît être une bonne chose Non, en fait, je pense que d'étendre comme tu l'as dit, la plupart des personnes qui étaient véritablement investis dans les 3 premiers volets sont plus là, donc c'est plus un effet les gens qui savent pas forcément vont être là genre c'est super, c'est cool. Moi j'attends vraiment de voir. Mais Karel, tu voulais il reste 4 personnes. D'accord, tout à fait précis. De l'équipe initiale de Metroid Prime chez Retro Studio en ce moment, mais c'est plutôt rassurant. Enfin, moi je suis content pour Retro Studio dans la mesure où leur sort était un petit peu incertain. On savait pas trop sur quoi ils travaillaient, et on a eu notamment un ancien de Retro Studio qui s'est un petit peu livré sur Twitter en disant. Est-ce que t'as lu ma news? Je ne sais pas. Non, mais écoute, dis-moi. Voilà, non, mais qui disait justement, voilà, c'est bizarre. Ce sur quoi je travaillais depuis 2015 serait donc annulé. Voilà. Donc on ne sait pas. Peut-être que Retro Studio a encore un petit projet dans les cartons qui devrait sortir ou être annoncé prochainement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un développement à la Ubisoft un petit peu avec plusieurs studios éclatés. Et visiblement, Ubisoft a une certaine expérience que n'avait pas Bandai. En tout cas, ça veut dire qu'il existe un Metroid Prime 3.5. Quelque part, c'est une série comme Resident Evil a connu des choses comme ça dans son existence peut-être. Ouh là là, attention. Ouais. Bref, juste. Oui, dis-moi. Je rajoute juste des petites choses. Déjà, on parlait des gens qui sont partis, qui faisaient Metroid Prime avant. Il faut savoir que le directeur des 3 Metroid Prime, il est parti faire Record. Déjà. Juste voilà, ça c'est pour la blague. Et l'autre truc, c'est aussi Retro Studio. En vrai, c'est pas un très gros studio. C'est aussi qu'on fait le portage sur Switch de Tropical Freeze. Et Tropical Freeze, pareil, c'était un jeu qu'ils avaient même pas fait eux-mêmes tout seuls. Ils l'avaient fait avec un autre studio. Donc faut voir, en fait, Retro Studio, j'ai peur que les gens s'attendent peut-être un peu trop de choses d'eux. C'est pas hyper rassurant. Même si Tropical Freeze était extraordinaire comme jeu. Oui. Ils sont en fait peut-être pas un peu trop avec. Mais on verra bien d'ici probablement 2 ou 3 ans au mieux. Ça veut dire pas de Wario Land 5 sur Switch par Retro Studio, ce qui est tragique. Après, je rajoute une dernière chose aussi, c'est le dernier jeu, je crois, où vous avez fait une annonce, une vidéo comme ça pour un report, c'était quand même Breath of the Wild. Et clairement, à mon avis, clairement pour Metroid, ils veulent plus foirer. Hein. Ils ont déjà fait assez de mal à la licence. Ça veut peut-être dire qu'il y aura un Nintendo Direct qui arrive dans les prochains jours et qu'il n'y aura pas de Metroid Prime. C'est pour ça qu'ils ont fait cette annonce. Faudrait peut-être donner une date pour Fire Emblem. Voilà. Bon, messieurs, on va avancer. Il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Il y a aussi Angoulême. Tout à fait. Alors Angoulême, vu que j'ai quand même 3 grosses news, je vais aller vite. Angoulême qui se déroule en ce moment, le Festival international de la bande dessinée, qui a donné ses récompenses hier soir. Très rapidement, on a eu le Fauve d'or du meilleur album pour Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris. Journal intime sur l'acceptation de la monstruosité de l'autre et donc l'acceptation des différences. Prix spécial du jury Les Rigoles de Brecht Evans. Révélation Ted Drôle de Coco d'Emmy Gleason. Mais surtout le grand prix donné à Rumiko Takahashi. Et qui est Rumiko Takahashi? C'est l'autrice de Ranma 1/2, c'est l'autrice de Urusei Yatsura, c'est l'autrice d'Inuyasha. Une autrice fondamentale pour le manga, pour la Japanimation.
qui a cartonné dans le monde entier, sauf en France, bizarrement. Et donc c'est un petit peu la réparation d'une injustice et le rappel que Angoulême, c'est avant tout le forum international de la bande dessinée. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour les ventes des mangas Ranma 1/2 voilà, qui ont été relancés, réimprimés chez Glénat dans une édition un peu augmentée à la façon de Dragon Ball. D'accord. Petite reco, voilà, allez-y, c'est très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez le palmarès d'Angoulême, ce que vous avez pu en voir? Moi je trouve que le palmarès d'Angoulême est cool. Je suis très content pour le prix jeunesse qui a été remis au Prince et la Couturière de Jen Wang, qui est particulièrement pour la jeunesse. Je trouve que c'est hyper bien parce que les thèmes abordés par cette bande dessinée sont hyper intéressants, hyper importants à aborder avec les jeunes, je trouve, particulièrement en ce moment. Donc je suis très content qu'il ait eu ce prix. Voilà. Ouais, moi j'ai pas trop suivi, mais pour le coup, effectivement, Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi, ouais, pour le coup, voilà. Elle, je connaissais parce que justement, il y a la débauche sur le chat de LOL Japon qui avait. Benjamin, salut. Voilà, justement, qui était déjà venu ici. Il y avait eu un numéro sur le LOL Japon avec un dossier extrêmement long. De Zali, tout à fait, oui. Écoutez-le, si vous avez un blablacar un peu trop long, vous le mettez, il dure 2h30, c'est un dossier de 2 heures incroyable. Donc, et il m'avait pas mal hypé justement sur ces BD, mais après apparemment c'est globalement assez inaccessible en France, j'ai bien compris. C'est en cours de réédition à droite à gauche. Non mais c'est Maison Ikoku. Maison Ikoku pour jouer je t'aime, etc. Enfin, voilà, genre celui-là apparemment il est vraiment introuvable et il l'a bien vendu. Si Ranma 1/2 se vend bien, peut-être qu'on aura des nouvelles annonces dans les mois qui viennent. Très bien, dans le reste de l'actualité, les Oscars. Les Oscars, je vais aller très très vite. On a 4 films dans le viseur, Roma, 10 nominations, favori après Golden Globe, meilleur film étranger. Donc là il est nommé pour les meilleurs films, meilleure réal, meilleure actrice, meilleur scénario original entre autres. Black Landsman, 5 nominations, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur second rôle féminin. Bohemian Rhapsody, 5. C'est bon. Bohemian Rhapsody, pardon. Désolé. Très bien. Bohemian Rhapsody, 5 nominations, dont meilleur film et meilleur acteur. J'ai l'impression d'être Steve Carell. Black Panther, 7 nominations, première fois pour un film de super-héros, meilleur film, meilleur DA et beaucoup de distinctions techniques, notamment pour tout ce qui a trait aux meilleurs morceaux, etc. Mais surtout, la grosse cuvée, c'est pour l'animation, parce qu'on a eu une année, les amis, absolument incroyable sur le plan de l'animation. Indestructible 2, L'île aux chiens, Mirai, Ralph 2.0 et Spider-Man New Generation. Ah, ça c'est bien. Voilà. Est-ce que cette année, l'Oscar va aller à Disney? Est-ce que Spider-Man va lui shipper Non. J'aimerais tellement qu'il crée la surprise. Ah, ce serait génial. Ah, j'aimerais tant. Ouais, franchement, je boirais du petit lait. Ça me sauverait de Bohemian Rhapsody. Presque. Disons que d'habitude le jury se rabat sur des noms connus parce qu'ils regardent pas les films d'animation, mais vu que c'est Spider-Man, à mon avis ils vont faire l'effort de le regarder ou au moins de s'y intéresser, donc on peut s'attendre à un twist un peu intéressant, sachant que Les Indestructibles 2 ce serait aussi je suis pas sûr que Brad Bird, vu le soutien qu'il a apporté à John Lasseter dans sa dernière affaire, ait des grâces de tout le monde. Peut-être. Voilà, je place mes pions sur Spider-Man. Mafouba nous dit quand même qu'à part Ralph, ils méritent tous. Donc oui, mais Mirai il aura pas. Nous verrons bien. Dans le reste de l'actualité, tu voulais nous parler de Netflix. Alors Netflix tout à fait, qui annonce une série Resident Evil. Tiens donc, je ne sais pas pourquoi on est réunis cette semaine, mais il me semble qu'il y a un petit concordance qui se fait bien. Donc ils annoncent une série Resident Evil. Calmez-vous tout de suite, production confiée à Constantine Films qui a signé les 6 films déjà avec Mila Jovovich. Mais ce qui est bizarre surtout, c'est qu'il n'y avait pas déjà il y a un an un visuel Netflix Resident Evil qui était tombé et ensuite ils en avaient plus parlé du tout. Alors j'étais totalement passé à côté. En fait il y avait juste la porte du manoir Spencer. Okay. Resident Evil Netflix en bas, c'était il y a au moins un an et ensuite silence radio complet. J'avais raté aussi ça. Et moi j'avais fini par me dire que c'était complètement mort et enterré si tu veux. Ouais, je sais pas, c'est plutôt une bonne nouvelle vu qu'ils ont l'air de vouloir rattacher la série à la mythologie des jeux, notamment des notes d'intention qui laissent entendre qu'on pourrait avoir une série qui se déroulerait chez Umbrella au moment de l'explosion du virus. Donc voilà, pourquoi pas un petit tie-in au début de Resident Evil, ou carrément, pourquoi pas, moi ce serait une autre théorie, quelque chose qui rattache Resident Evil 7 au canon des jeux. C'est-à-dire une série qui expliquerait le background. Voilà. Ça te plairait, Ellie, non Non, mais bref. Non, c'est là, j'étais en train de me dire, quand même, Netflix, ils vont avoir comme licence de jeux vidéo en série. Ils ont Castlevania, ils ont Devil May Cry. Ils ont Devil May Cry, ils ont Resident Evil, ils ont Witcher. Ouais, c'est les super-héros, c'est passé. Là, ils récupèrent tous les trucs de jeux. Ils ont Minecraft Story Mode. Et ils ont un projet d'adaptation de comics de Mark Millar avec Sandra Bullock en production et peut-être dans le rôle principal. Et plot twist, c'est un isekai. Voilà. Ah,
On en parlait il y a quelques semaines sur ce plateau des Isekai. Très bien, merci Karel. Eh bien, est-ce que vous avez pu voir les trailers sortis cette semaine, notamment Ghostbusters, le nouveau avec le vrai cast? Ouais. Et alors? Attends. Le vrai casque. Non, mais le trailer de Ghostbusters, on est d'accord, c'est juste un petit teaser, oui. Ah oui, non, un j'ai teaser, cru que tu avais dit qu'il y avait un trailer avec le casque qui était tombé. J'étais alors quoi? Un teaser. Oui, j'ai vu le teaser. Moi. Ça sent le. Pardonnez-nous, regardez, on va vous donner quelque chose, on vous rend votre doudou. Bon, écoute, moi j'attends de voir. Je trouve que la note d'intention est cool. Si tout le cast est effectivement là, ce qui pour l'instant, je le rappelle, n'est pas du tout confirmé. C'est vrai. Il y a Bill Murray quand même. On verra bien. Murray, oui. On verra. Et je trouve ça cool que ce soit le fils Redman qui se charge de la réal. Après, bon, voilà, on verra. C'est un peu un effet d'annonce pour le moment. Je trouve le petit teaser bien fait et voilà, il y a un côté hyper doudou qui se dégage du truc. Évidemment. On verra. Très bien. D'autres réactions sur ce trailer? Non, bien. Pas trop. Non. Moi, ça me donnera une occasion de voir les films parce que je les ai jamais vus. Eh bien, voilà une très bonne occasion. Du coup, ça referme notre point news. Avant de s'attaquer aux critiques, nous allons écouter. Je ne suis pas responsable des pauses musicales. Vous allez écouter Miami Horror, I Look to You. Et on se tout de suite. retrouve juste après. De retour sur Hyperlink, quelque chose a changé. Quelqu'un nous a rejoint. Oh. Salut Titouan. Non, c'est Je ne sais pas si on t'entend. Non, tu n'es pas trop la voix là actuellement. Pas du tout. Souhaite tu parlais dans mon micro. Ah non, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir Titouan, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission tous les deux, ça me fait plaisir. Non, en fait, Pas moi. Eh ben, super. Et, C'était un grand plaisir de En te fait, revoir. c'est le fauteuil qui a muté. En fait, c'est pas Titouan. D'accord. Et de l'autre côté, on a eu un changement aussi puisque vous avez changé de place. Oui, Bref, je suis trop grand. Karel, comme tu as la parole, Trop petit. eh bien écoute, on va pouvoir enchaîner avec les critiques. Mais c'est de la merde. J'avais évidemment oublié le jingle. Et tu vas commencer avec quelque chose de violent et de sanglant, la saison 2 de The Punisher sur Netflix. Tout à fait, toujours entre les mains de Steve Lightfoot, showrunner déjà de la première saison. 5e héros du partenariat entre Marvel et Netflix, spin-off des Defenders, on peut dire ça comme ça. Alors, Frank Castle, alias le Punisher, héros fondateur un petit peu de l'imaginaire noir de Marvel, où est-ce qu'on l'avait laissé à la fin de la saison 1? On l'avait laissé en road trip, histoire de se faire oublier après avoir vengé sa famille, mais pas pour longtemps, puisqu'il va croiser la route de Amy, une gamine poursuivie par une organisation criminelle sanguinaire, et bien décidé à lever le voile sur cette sombre conspiration. Frank la prend sous son aile et se barre pour New York, tout simplement. New York, où l'attend le méchant de la saison 1 qui se réveille de son coma et qui va un petit peu enquêter sur qui est-ce qu'il était avant de se faire fracasser le crâne et qui lui a fracassé le crâne. Tu avais critiqué, enfin tu nous avais fait la critique de la saison 1 sur ce plateau, tu avais plutôt bien aimé, ça avait été partagé par beaucoup de monde, c'était une plutôt bonne saison. Surtout par rapport au reste, ce que Netflix, Marvel a pu produire. Et là, on est toujours sur la bonne facture. On est où là? On est retour gagnant. Plus fragile, notamment sur l'écriture. Il y a beaucoup d'enchevêtrements de sous-intrigues avec, pour vous les énumérer, l'enquête de Frank qui n'en est pas vraiment une, le kidnapping, le complot des intégristes, le réveil à la cavale de l'ennemi de Frank, sa relation avec sa psy, des intrigues de bureau entre l'agent Madani et l'inspecteur Mahoney. Bref, il y a trop de sous-intrigues. C'est assez mal relié. Malheureusement, c'est assez mal rythmé. L'intrigue commence réellement à l'épisode 4 et les scénaristes malheureusement se retrouvent très vite à court d'idées pour la relancer, cette intrigue. Il n'y a pas tellement de construction globale, pas de crescendo dramatique et surtout c'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. Il y a quand même quelques nouveaux personnages pour éveiller un peu tout ça. On a Amy qui est donc un personnage un peu impulsif, un peu rigolo, un peu menacé, qui va titiller la fibre paternelle et un petit peu montrer les fêlures du personnage de Frank, mais c'est assez artificiel. Elle accumule surtout les facilités d'écriture, des mises à l'écart pour la protéger, sauf quand elle part en cavale pour faire une connerie et c'est là qu'elle va se faire attraper par les méchants, ce qui n'est pas sans rappeler une certaine Ashley de Resident Evil 4, coucou. Bill Russo, qui du coup le méchant de la saison 1 qui devient Jigsaw cette fois-ci. Oh là là, c'est un puzzle parce qu'il s'est fait fracasser le visage, du coup voilà forcément. File ta métaphore. Il a une petite relation ambiguë avec sa psy qui est pas inintéressante mais beaucoup trop longue malheureusement. Bonne alchimie au début et surtout Ben Barnes joue n'importe comment, vraiment. C'est Anakin Star Wars épisode 3, c'est très compliqué. Comme dans tout ce qu'il fait, non? Non, je sais pas, non, la saison 1 il était plutôt pas mal, je trouvais. Non, la star de la saison 2 c'est vraiment John Pilgrim qui est une espèce de ancien néo-nazi reconverti en ange exterminateur pour le compte d'une organisation secrète, donc un personnage de comics pur, mais il a un vrai arc introspectif, il est seul face à lui-même et il va sortir de sa cambrousse pour revenir à la ville où son passé de néo-nazi va le rattraper. Et du coup
coup, c'est assez intéressant. Surtout l'incarnation du personnage porté par Josh Stewart est assez folle. Acteur que je ne connaissais pas, mais on peut lui reconnaître le titre de Dark Magimel parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Benoît Magimel. C'est assez incroyable. Mais voilà. Mais du coup, les personnages qu'on connaissait déjà avant n'évoluent pas, malheureusement. Les seuls nouveaux personnages sont là pour les conforter dans leurs archétypes. Du coup, ça n'avance pas. La première saison était sur le même format pourtant que la seconde, et il y avait des qualités propres à la série. Bah oui, mais du coup la saison 2 a 3 problèmes pour moi. Déjà, l'absence de propos. La saison 1 en avait un. C'est-à-dire le retour difficile des soldats au pays. Les soldats d'aujourd'hui dont on s'occupe pas sont peut-être les terroristes de demain, ce qui est assez audacieux dans la façon dont c'était présenté. Et là, la saison 2, c'est juste, oh là là, il y a une conspiration d'extrémistes qui veulent placer un président aux États-Unis, voilà, qui est blond et qui a une mèche, bizarrement. Mais c'est pas très intéressant, c'est juste un imaginaire complotiste avec un traitement assez inconséquent, malheureusement. Surtout, il y a un déficit d'iconisation. Qui est assez gênant, c'est-à-dire que Jigsaw a oublié l'identité du Punisher, du coup il va essayer de la reconstituer dans ses souvenirs, etc. Mais du coup il a le traumatisme d'un squelette qui lui casse le visage, et du coup l'iconisation du personnage se fait par le traumatisme du méchant, ce qui est original, fonctionne assez bien, mais lorsque le Punisher va se retrouver face au méchant, ils vont pas s'en servir. Et du coup, il va mettre son gilet et c'est pas du tout iconisé, c'est pas du tout sublimé. C'est vraiment dommage. Du coup, la série se perd dans des tunnels explicatifs pour suppléer à ça. Et du coup, tu as toute une scène, par exemple, où la psy raconte à son patient l'histoire d'Asclépios, qui est le guérisseur accompagné d'un serpent. Le serpent, c'est à la fois Lamu, donc le mec qui change de peau. Donc oui, pas Lamu de. Voilà. Pardon. Non. Je suis désolé. Non, bien vu. Comme si j'étais pas là. Non, mais du coup, c'est Lamu, c'est la mutilation du visage de Jigsaw, on a compris, mais en même temps, le serpent, c'est le tentateur. Bref, voilà, il file des métaphores en les expliquant, c'est dommage. Et du coup, ce que la réalisation devrait faire n'est pas fait. Du coup, c'est les dialogues qui pèsent sur la réalisation. C'est du tel don't show. Voilà, c'est vraiment le problème. Donc, heureusement, le Punisher offre quand même beaucoup de possibilités. Donc, c'est un peu un omnibus de scènes d'action. Tu as une baston dans des toilettes qui est super. Tu as un hommage à Assaut dans l'épisode 3, pardon. T'as une fusillade dans un parking avec 3 personnages, un minivan avec des portes qui claquent, qui s'ouvrent, qui portent, etc. Donc c'est beaucoup plus drôle que Daredevil saison 3, il y a beaucoup plus d'idées, malheureusement, et surtout un atelier lancé de poids dans une salle de muscu, assez incroyable, l'épisode 6 ou 7, absolument incroyable. Mais ça dévisse malheureusement dans la deuxième moitié avec une course-poursuite absolument imbitable et une approche assez limitée, malheureusement. On sent que ça s'essouffle un peu, hélas. Donc pour moi, cette saison 2 de Punisher, c'est vraiment un rendez-vous manqué. Il y avait une vraie envie de caractériser les personnages, mais plombé justement par cette surexplication, ce trop plein d'écriture, trop souvent propre aux séries et a fortiori aux séries Netflix, qui du coup, pour étirer leur format sur 13 heures, ont recours à ça, à des dialogues trop longs et trop explicatifs. Reste malheureusement la désagréable impression d'une saison mal pensée, mal construite, mal dosée, mal rythmée. Mal développé. Donc c'est une triste sortie, je trouve, pour Marvel et Netflix, à moins que la saison 3 de Jessica Jones nous surprenne, mais j'y crois pas trop. J'espère. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous l'avez vu autour du plateau, cette saison 2 de The Punisher? Je crois que tu l'as commencé. Moi j'ai commencé et c'est rigolo parce que, alors je suis pas totalement en désaccord avec ce que tu dis, mais en même temps, pour moi l'attrait et la qualité de cette saison 2, c'est que c'est un pur comic book d'exploitation, quoi. Ouais. Donc effectivement, en termes d'écriture, ça plonge un petit peu, mais quand tu parles de scènes d'action, c'est aussi ce que je vais chercher quand je vais lire des comic books du Punisher, et là pour le moment j'en ai quand même plus que ma dose, quoi. Ah oui, bien sûr, mais la première moitié c'est vraiment bien, hein. Donc voilà, après j'ai très peur pour la suite, effectivement, parce que j'en suis justement à la moitié. Je me dis que peut-être je vais m'arrêter là. Tu as été au gymnase ou pas encore? Non. Ok, le gymnase c'est la meilleure scène. D'accord, après j'arrête, je peux arrêter, c'est le climax. Ok, très bien. Je vais éviter de perdre un peu de temps. Parfait, merci beaucoup. Bon, tu peux quand même finir quand même, hein. Ouais, mais je sais pas, tu sais, j'ai pas le temps pour ces conneries. Mais merci beaucoup. Ça vous donne envie au moins ou même pas? Vous avez vu la première saison? Bah là, t'as entendu ce qu'il a raconté? Alors, justement, moi j'avais vu la saison 1, mais là, Karel, il me l'a bien vendu, hein. Ah ouais. Ça a l'air nul, sympa. Donc c'est donc un peu comme God End. Parle bien. Attention. En vrai, God End, c'est nul et sympa, hein. Non, God End, c'est extraordinaire. Attention, il va casser des bouches, attention. Ah, mais là. Non, mais tu avais vu la première saison, tu avais dit que c'était pas incroyable. Ouais, la première saison, j'ai trouvé ça sympa. La saison 2, ça a l'air con, mais ça a l'air sympa quand même. Non, c'est sympa, mais c'est inconséquent. Et moi, je trouve ça dommage. Oui, voilà, tu regardes pas. Ce qu'il y a, c'est qu'après, on compare ça au reste de Marvel Netflix, donc c'est sûr, c'est mieux. Oui. Mais voilà, quoi. Ça manque peut-être d'un peu de profondeur dans ce qu'ils font. Après, moi, Daredevil saison 3, j'ai pas trouvé ça dégueulasse non plus.
Ah. Oui, c'était sympa, mais je trouve Punisher saison 2 dans les scènes d'action plus fun, plus décomplexé pour le coup. Donc si on l'attend sur ce terrain-là, voilà. Par contre, ça a l'air d'être le foutoir un peu, tous les trucs que tu racontais. Ah oui, non, mais l'écriture, c'est vraiment compliqué. Bah merci Titon, tu vas le voir toi ou pas là Bah moi faudrait que je finisse la une déjà et donc très bien, on en reparlera à cette occasion. Dans 3 ans. On va donc maintenant s'attaquer du Resident Evil pur et dur, puisque je crois que tu as joué au remake du second épisode qui nous est sorti il y a pas longtemps et qui est à côté de moi, c'est fantastique. Et tu vas nous en parler, donc alors ce Resident Evil 2 remake. Et bah après la sortie de Resident Evil 7 en janvier 2017, Capcom nous propose un nouveau remake sur le deuxième opus de la série, à l'origine sorti en 98. Après l'excellent remake sur GameCube du premier épisode et son upgrade sur PS4, nous pouvions plutôt partir confiants pour ce petit dernier. Et mon dieu, Capcom, ma confiance, vous l'avez. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Resident Evil 2 est une suite directe du premier. Le joueur peut soit incarner Léon S. Kennedy, apparemment se dire Scott, je ne savais pas. Scott, tout à fait. Nouveau venu dans la police de Raccoon City, ou alors Claire Redfield à la recherche de son frère Chris, disparu dans un manoir dans les alentours de la ville. Arrivés dans cette ville, nos deux héros vont être séparés suite à des événements et des rencontres étranges avec des zombies. Donc comme d'habitude, le joueur devra réussir à survivre avec un nombre limité de balles et d'objets de soins tout en survivant aux nombreux zombies venant l'attaquer et en venant à bout de nombreuses énigmes. 2 balles, tu t'achètes juste un coca quoi. C'est pas... Ouais, c'est ça fait pas vraiment beaucoup. pas grand chose. Mais du coup le gameplay est différent, est-ce que le remake apporte, ça aurait fait une vraie nouveauté? Alors au niveau du gameplay, on a plusieurs points importants à souligner. Le jeu possède déjà 3 modes de difficulté, le mode facile, normal et hardcore. Et dans le mode hardcore, c'est le mode dans lequel les zombies seront plus puissants, les objets de soins seront plus rares, mais surtout le joueur devra utiliser les fameux rubans encreurs pour sauvegarder. Donc dans le jeu de base, il y a sauvegarde automatique plus sauvegarde illimitée. Donc pour jouer à l'ancienne, il faudra plutôt se tourner vers le mode hardcore. Au niveau des interactions aussi, on retourne sur une base à la Resident Evil 7 avec le même aspect esthétique, que ce soit pour les boutons d'interaction ou les zooms sur les objets importants, les surbrillances ou encore la possibilité de sortir le menu des objets rapidement grâce à triangle, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. L'ATH est très épuré avec seulement affiché le nombre de balles encore une fois, et l'arme en cours d'utilisation. Aussi important, il y a des raccourcis assignés sur les flèches de direction pour le changement d'arme, ce qui évite de passer par le menu pour s'équiper comme ce qu'il y avait dans les anciens épisodes, ce qui était un petit peu rigide et qui coupait parfois l'action. Tout a été revu pour permettre une meilleure immersion avec le moins de temps possible passé dans les menus. Plus de temps passé dans le jeu, plus de temps passé à avoir peur. Plus de fun. On reste sur un système classique de recherche d'objets où de nombreux allers-retours devront être faits entre différentes pièces pour pouvoir progresser dans l'aventure. Il y a aussi quelques objets bonus comme des améliorations d'armes à récupérer, mais cela peut rester optionnel dans l'aventure. Après un épisode en vue FPS sur le 7, le jeu repart sur une caméra à l'épaule dans le style de Resident Evil 4 et de Evil Within. Les défauts des épisodes précédents, comme ne pas pouvoir viser et marcher en même temps comme on avait pu voir dans le 4, ont été corrigés. On a désormais une expérience bien plus dynamique. Voilà, la caméra à l'épaule, ça change complètement la perspective de Resident Evil 2. Et notamment son rapport à la peur et à l'horreur. Est-ce que là c'est toujours présent du coup? Effectivement, la caméra fixe du jeu original joue un grand rôle pour faire ressentir de la terreur aux joueurs grâce à cette peur constante de l'inconnu. Aujourd'hui, avec nos consoles bien plus puissantes, d'autres alternatives comme le level design sont disponibles pour garder ce ressenti. Ici, les couloirs sont très étriqués, on voit pratiquement jamais ce qui nous attend à un tournant. Le sol va aussi parfois s'effondrer pour nous piéger, ou des portes vont tout simplement nous empêcher de nous enfuir et nous bloquer dans des pièces. Donc c'est conservé grâce au level design. La luminosité du jeu est aussi excellente et sera plaisante tout au long de l'aventure. Donc faut déjà bien la régler au début, sinon ça vous flingue totalement l'expérience. Léon évoluant principalement à la lumière de sa lampe torche, réduisant le champ de vision du joueur à un pauvre angle de 110 degrés. On se retrouve à rien voir à l'écran et à devoir tout le temps donner des coups de stick pour pouvoir observer ce qu'il y a à nos alentours et aussi trouver les objets qui peuvent nous empêcher de progresser dans l'aventure. Et par contre, les fenêtres par lesquelles les zombies pouvaient se faufiler avant peuvent désormais être barricadées. On va pouvoir trouver des objets consommables à récupérer, donc il va falloir réfléchir à est-ce qu'on préfère prendre cet objet pour nous prendre une place dans notre inventaire pour barricader, ou tout simplement prendre la vie ou les balles pour s'en sortir.
L'expérience est encore plus oppressante avec la possibilité de jouer en ambisonique, donc qui est le son en 3D, en utilisant un casque audio. Les environnements sonores sont vraiment excellents grâce notamment à la puissance du RE Engine, donc qui était déjà utilisé sur Resident Evil 7, et viendront parfaire une expérience déjà bien stressante et traumatisante. Le son est vraiment excellent. Moi, j'ai flippé juste à entendre en fait des fois des sons au travers d'une porte. Et surtout que les zombies maintenant peuvent passer au travers, peuvent ouvrir les portes qui étaient avant des points de safe où on pouvait, il y avait les transitions entre les portes pour pouvoir rentrer dans d'autres pièces. Les zombies ne pouvaient pas passer. Maintenant, ils peuvent désormais passer et en plus, on les entend de loin forcer sur les portes. On attend juste le moment. Ça. On attend juste le moment où ils vont ouvrir et sauf qu'ils sont à 3-4 en fait. Okay. Ils arrivent toujours en bande, touchent un membre de ma clique. Voilà. Donc, outre parfois des images bien gore et des zombies bien effrayants, la peur provient plus de sa direction scénaristique et artistique et reste présente du début jusqu'à la fin du jeu. On est d'ailleurs sur environ une vingtaine d'heures, 10 heures pour chaque perso. En plus, des modes de jeu viendront s'ajouter. Je l'avais noté, mais c'est pas la bonne feuille que j'ai filée. Regarde, il y a le nom du... Les feuilles que je t'ai filées tout à l'heure. Personne les a. Il y a un mode. Ils ont rajouté un mode où en gros il y aura des nouveaux persos et un tout nouveau mode qui viendront en fait. Ils viendront rajouter du contenu au fur et à mesure. Et donc ça, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer. Et du coup, Resident Evil 2 vient se hisser naturellement dans le top de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le jeu d'horreur. Donc pour tous les amoureux de l'horreur et surtout de la licence, c'est un indispensable. Très bien, merci beaucoup de ce que tu dis. Il y a quand même des mécanismes du jeu qui restent un petit peu vieillottes puisque le jeu original a quand même 20 ans. Notamment le scénario. Est-ce que c'est pas artificiel, c'est double? Est-ce que tu choisis au début du jeu si tu veux jouer le scénario de Claire ou de Léon? Et il y a des interactions, il y a des moments, des énigmes que tu fais avec un personnage et tu te recroises. Est-ce que c'est pas un petit peu artificiel? Est-ce que ça marche aujourd'hui en 2019 d'avoir ce genre de mécanique dans l'aventure? Moi je vois pas en quoi est-ce que c'est vieillot à ce niveau-là. C'est quelque chose. C'est cohérent. Oui, c'est totalement cohérent dans l'aventure. Après, encore une fois, c'est un jeu, c'est un remake. Les gens qui vont l'acheter, pour la plupart, ont déjà fait le jeu original. Ils savent à quoi s'attendre. Et là, après, ce qui est intéressant, c'est que comme déjà on est à la 3e personne, il y a beaucoup plus d'interactions en fait qui sont plus vivantes. Et on est beaucoup plus plongé dans l'aventure qu'on aurait pu être avant. Et on vit différemment la séparation des personnages, le fait de retrouver parfois Claire pendant l'aventure parce qu'on se sent vraiment tout seul. C'est très oppressant et au final c'est des moments qui sont plutôt bienvenus au fur et à mesure de l'aventure. Et non, je trouve que ça marche plutôt toujours aujourd'hui, cette façon d'aborder le scénario. La débauche nous demande sur le chat si c'est ce jeu où il y a des fins gags avec des Shiba et tout, ou est-ce qu'il confond avec Silent Hill? Il confond avec Silent Hill. Très bien. Et justement, Monique, toi, tu l'as Ouais, j'ai commencé le jeu seulement ce matin. Et globalement, meilleur moment pour jouer à Resident Evil avec un au lever du soleil avec un petit bol de céréales. Alors surtout que j'étais en gueule de bois dans l'idée. Parfait. Non, j'ai joué que 2h30 du coup, mais là, le truc quand même qui me manque et je trouve qu'il manque vraiment au jeu, c'est aussi une touche d'esquive. D'accord. Je pense que ça aurait pas été de. Ouais. Alors t'as le quick turn encore, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, bon, alors quick, quick, il faut le dire vite. Hein. Ouais. C'est pas que ça, c'est que les ennemis te grappent de super loin. Et le truc qui vient, c'est peut-être un perso qui est super agile, donc tu dis bon allez là, franchement tranquille. Non, ça passe. des fois tu penses passer à côté et tu passes pas en fait. Il te chope de super loin, ça je trouve qu'il manque vraiment un truc ou un con. Ils font des demi-tours plus vite que toi. C'est-à-dire si tu passes derrière eux ils font et ils t'attrapent alors que toi faire demi-tour c'est vraiment. Mais bon. Il y a ça, il y a les liqueurs, ils sont scandaleux aussi. Enfin. Alors, sinon tu recommandes de ce que t'en as vu. Ah oui, globalement très bon. Ouais. Karel, j'avais une question parce que j'ai vu pas mal de gens s'insurger contre le fait que les zombies sont des sacs à PV. Notamment 10 balles dans la tête. Ah bah ouais, c'est des sacs à PV. Enfin 10 balles, c'est-à-dire 5 balles pour les écrouler une première fois et ensuite ils se relèvent. Okay. Mais encore une fois, c'est juste que c'est là actuellement les gens ne sont plus habitués exactement à avoir des... Okay. Il faut pas les tuer, juste c'est pas Resident Evil 4 quoi. Resident Evil, enfin le virage action pris par Resident Evil 4 et les jeux suivants, c'est pas vraiment la même chose ici quoi. C'est-à-dire que autant ça peut sembler similaire un peu visuellement, mais c'est un vrai survival, c'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter les zombies plutôt que les buter. Ouais. Toi t'as beaucoup joué ou j'ai joué 5 heures cette nuit là. Donc j'ai pas beaucoup. Vous avez tous fait vos devoirs avant de venir. Mais ouais, j'ai joué 5 heures cette nuit. Est-ce que t'as joué au casque? J'ai joué au casque, ouais. J'ai joué au casque et j'ai joué au casque dans le noir vraiment entre 22h et 3h du mat. Meilleur moment. Et c'était
à plusieurs reprises, ce fut compliqué. Surtout quand ma meuf s'est levée pour aller au water, vraiment à un moment pas du tout opportun, et que j'ai un peu sursauté. Non, ça marche bien, ça marche vraiment bien. D'autant plus parce que tu le disais, la direction artistique est vraiment bonne. Il y a des jeux de lumière qui sont assez incroyables et qui permettent de faire en sorte que sans avoir effectivement cette réalisation à l'ancienne avec les plans fixes qui étaient très anxiogènes, ils arrivent quand même à conserver cet aspect claustro et solitude, quoi. La fameuse ombre aussi que tu vois à un moment quand tu arrives au deuxième ou troisième étage, en fait il y a une ombre, on a l'impression que c'est un zombie, c'est juste une pauvre statuette posée sur le spoil. Bah, c'est pas... Oh le spoil. Bravo. Ils faisaient la même blague C'était dans la démo. Ils faisaient la même blague dans Metal Gear Solid 2. C'est vrai. Raven. Ouais, c'est la même blague. C'est un peu ça, ouais. Mais on verra comment donc Resident Evil 2 Remake se situe un petit peu dans cette saga, ce qu'il apporte lors de notre débat. Merci messieurs pour vos critiques. Tout de suite on s'écoute Flatbush Zombies et on revient juste après pour notre grand débat sur Resident Evil. De retour en plateau pour enfin aborder le grand débat sur Resident Evil. Ça va messieurs? Vous êtes prêts? Oui, pas le grand débat, le vrai grand débat. Ouais, le vrai grand débat, celui qui est intéressant. Qui est plus important, voilà. Effectivement. Comment Resident Evil, par où le prendre? Qu'est-ce que c'est Resident Evil pour vous, par exemple? Il y a quelqu'un qui veut commencer ou je... Non, parce que... Avant de commencer... t'as un petit jingle. Voilà. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Nous disions donc Resident Evil. Saga mythique s'il en est. Resident Evil pour vous c'est quoi? C'est quoi pour toi Resident Evil? Quand on dit Resident Evil, il y a un nouveau Resident Evil qui va sortir, la saga Resident Evil, qu'est-ce que ça représente? Moi c'était le jeu de mon pote sur la PS1 où il disait t'as vu ça fait flipper hein. Moi je voulais pas y jouer du tout, mais c'était ça pour moi. Resident Evil c'est Resident Evil 1 avant les autres, et après j'ai vraiment commencé par jouer au 4, ce qui n'est pas la meilleure solution pour rentrer dans la saga. Mais Resident Evil 1 j'étais trop petit pour réussir à faire le jeu étant gosse, et c'était pas marrant parce que tu meurs tout le temps. Mais pour moi Resident Evil c'est le 1, c'est le survival horror en tout cas, et c'est une saga qui a un peu révolutionné tout au niveau de ça justement, du survival. Tu t'es tout le temps à deux doigts de mourir. Monique, tu partages ce constat, ou qu'est-ce que ça représente cette saga? Alors moi déjà c'était avec le 2 que j'avais découvert, mais après le truc de survival horror, j'ai toujours un peu un problème avec ce terme, parce que globalement c'est un terme qui a été inventé par Capcom pour Resident Evil. Et c'était à la mode dans les années 90, tous les éditeurs ils inventaient des trucs à la con, genre Metal Gear il y avait Tactical, espionnage machin. Castlevania 64, il y avait Real Action Adventure, enfin bref. Mais Survival Horror, c'est plus parlant que ces trucs-là, je trouve. C'est plus. On te dit texto ce qui va se passer, quoi. Ils ont trouvé le bon truc, mais dans l'idée, Resident Evil, c'est. C'est juste un jeu dans l'idée où on cherche des clés, quoi. C'est un point and click. Un point and click ou peut-être même un Zelda avec juste un donjon. Ouais. Un Zelda avec quoi? Oula. Mais que dans un donjon. Ah oui, d'accord. J'ai cru que t'avais dit avec un bon jeu, j'ai entendu ça aussi. Ça va loin quand même. Bon jeu, ouais. Toi, Joe, t'as découvert comment la saga? J'ai découvert la saga avec le premier sur PlayStation chez un pote, et ensuite j'ai eu la PlayStation au moment de la sortie du 2, il me semble. Donc c'est vraiment le 2 que j'ai fait tout seul en premier chez moi. Et pour moi la saga Resident Evil, ça représente, c'est vraiment à l'époque en tout cas, maintenant ma vision du truc a un peu évolué, mais à l'époque c'était l'agglomération de tous les trucs que j'aime dans un jeu vidéo. D'accord. C'était vraiment genre des zombies, des requins, une réalisation cinématographique, des caméras fixes et tout. C'était vraiment tout ce que je... Non mais c'était vraiment une sorte de grammaire pop. À laquelle j'avais adhéré pendant toute mon enfance, et qui à la période où t'es ado, si tu veux, t'as un jeu vidéo qui représente tout ça. Donc c'était, pour moi c'était le meilleur jeu du monde. Karel, toi Alors moi je me suis fait le 1 et 2 à la suite. En fait en sortant de prépa je me suis dit bon allez. C'est mon premier, mon premier été depuis un moment, donc je suis allé à Ripley Jussieu, voilà, je les embrasse, et je les ai dévalisés, j'ai pris tout Resident Evil et je me suis fait. D'accord, donc vous êtes tous des aficionados de la série depuis le début. Mais si on revient justement à Capcom dans les années 90, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui a mené à Resident Evil? Comment Mikami a fait Resident Evil?
Déjà, Joe, tu as pris le sujet par le bon bout à mon avis, parce qu'effectivement, c'est une synthèse. C'est une synthèse de plein d'influences de l'époque, savoir le jeu d'aventure, LucasArts par exemple. Il s'en cache pas, hein, Sweet Home, Maniac Mansion, il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire. Mais c'est un jeu qui puise dans le RPG. Sweet Home, c'était un Dragon Quest-like. Sweet Home, du coup, dans deux mots, c'est quoi ? C'était un jeu de Capcom dans les années 80. C'est la matrice de Resident Evil. Voilà, c'est une adaptation de film, c'est ça ? Voilà, adaptation du film de Kiyoshi Kurosawa, avec du coup une structure un peu à la Dragon Quest, avec des combats au tour par tour, etc. Et à l'origine, Mikami avait été dépêché sur Resident Evil pour réactualiser ça et tester, disons, des nouvelles visions, apporter des nouveaux horizons aux jeux vidéo. Objectif très modeste, il visait 150 000 ventes, un truc vraiment... C'était pas censé marcher de base. Voilà, c'était pas censé et marcher. Finalement, le premier épisode, il s'est vendu à quoi ? 5 millions 5 millions en tout, 2,75 sur PS1, donc c'est quand même pas mal. Mais effectivement, il y a pas mal de synthèses dans le jeu d'action avec le TPS, tout simplement. À l'époque, il y avait deux options, soit tu le faisais avec la 3D, des caméras qui tournaient dans tous les sens, ça faisait fade to black, c'était pas bien. Soit tu prenais l'angle plutôt caméra fixe à la Alone in the Dark. Vu que maintenant on sait que Mikami a bien puisé chez Alone in the Dark, chez Frédéric Reynal, des caméras fixes avec justement toute une grammaire. D'accord, très bien. Et Mikami, donc ce Mikami, c'est qui, Joe ? Mikami, c'est une sorte de tête brûlée. Pour moi, Mikami, c'est un peu le Kojima. Comment le dire ? mot est lâché. Non mais c'est une sorte de Kojima qui n'aurait pas. Kojima, tu sens une sorte d'ambition qui dépasse le jeu vidéo un peu, et il y a limite un moment où Kojima, moi j'avais l'impression que le jeu vidéo ça le faisait chier et que c'était plus une manière de pouvoir recracher ses envies cinématographiques que de faire du jeu vidéo. Alors que pour moi Mikami c'est un peu le pendant avec des similarités mais inverses, où c'est un gros fan de cinéma, mais c'est un mec qui fait du jeu vidéo et qui est prêt à d'ailleurs ça s'est vérifié tout au long de sa carrière sur ses collaborations, en tout cas souvent avec Capcom et à la saga Resident Evil particulièrement. C'est un mec qui a une véritable vision artistique et qui était prêt à se prendre la tête avec la terre entière pour imposer son truc. Et si la saga Resident Evil est ce qu'elle est aujourd'hui, alors évidemment Kamiya par la suite est hyper important, il y a plein de choses qui sont importantes, mais Mikami c'est lui qui a donné le ton du truc, et ça a vraiment pas été de tout repos quoi. C'est-à-dire que Capcom ça a été un affrontement constant avec Capcom, le développement du premier Resident Evil. Globalement, c'est à peu près presque tous les jeux dont c'est quelque chose de chez Capcom à l'époque, à chaque fois c'était l'enfer. Tous les jeux, tout le monde, à chaque fois tout le monde se barre. Mikami, ils sont tombés sur quelqu'un qui était aussi infernal qu'eux quoi. Ouais, parce que dans l'idée, genre l'histoire de Street Fighter qui est dingue, hein. On leur dit faites une suite à Street Fighter, ils font Final Fight, faites une suite à Final Fight, ils font Street Fighter. Il y a ça, il y a Saturnet aussi, ils l'ont développé en Tsum Tsum, ils disaient qu'ils bossaient sur Automodelista alors qu'en fait ils ont fait un point and click à côté. Il y a que des histoires comme ça chez Capcom, c'est l'enfer, ça devait être l'enfer. C'est des gens de bosser confiance de base en fait. Après quand même Mikami, il faut dire qu'il a une bonne liberté sur le projet, il a eu 6 mois tout seul pour penser le truc. Vraiment, un crayon. Voilà, aujourd'hui c'est impensable, à moins de faire des trucs indés quand t'es c'est pas impensable. Et il a vraiment pensé le game design comme vecteur de ressenti pour faire peur. Et la peur ne devait absolument pas venir de l'histoire ou de choses comme ça. L'histoire, c'est juste une mise en contexte qui permet justement de créer ce grand laboratoire, ce grand train fantôme où justement on va pouvoir se faire peur. C'était un des gros points sur lesquels ils étaient pas d'accord d'ailleurs justement avec Capcom, c'est mais l'histoire, lui fait moi l'histoire j'en ai rien à foutre de l'histoire, c'est juste des mecs dans un manoir, c'est tout. Et c'est le reste qui est important. C'est donc le titre sort en 96 au Japon, c'est un raz-de-marée, on l'a dit. C'est le premier titre de la PS1, c'est quoi, plus d'1 million d'exemplaires. Oui. Et 5 millions au total, il va définir les bases quand même de quelque chose dont on pourra parler après. L'expérience Resident Evil. Non, j'avais un petit bémol. T'es sûr que. Excuse-moi, il me semble que Resident Evil c'est venu un petit peu crescendo. Il avait fait une grosse première semaine, mais genre c'était pas la tête des ventes. Je crois que le Kirby qui était sorti en même temps l'avait éclaté. Faut dire qu'il sort au mois d'août. Et c'est le premier titre de la PlayStation 1 à dépasser le million de ventes en tout cas. Ouais, possible, ouais. Mais c'est que justement la même semaine, je crois qu'il y avait le Kirby Superstar qui lui aussi avait totalement. C'est pas le même public. Deux salles, deux ambiances. On peut aimer les deux. Moi je suis public des deux en tout cas. Mais c'est quoi l'expérience Resident Evil ? Le jeu arrive. Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien ? Ça fait peur quoi.
C'est juste Franchement, ça fait peur. Bah, en fait, mais je sais pas, je parle qu'en mon nom, hein, mais le truc, c'est oui, on a peur au cinéma, mais moi, j'avais jamais eu peur devant un jeu vidéo, en fait. Ouais. J'avais jamais eu peur devant un jeu vidéo. Et la première fois que je me suis retrouvé devant Resident Evil, j'ai ressenti de la claustrophobie, un sentiment d'isolation, un sentiment d'oppression, ce qui m'était jamais arrivé. Peut-être un peu si quand j'étais vraiment pré-ado sur des jeux comme Doom ou Quake ou des FPS un peu, mais c'était quand même très orienté action. Mais j'avais quand même ce sentiment d'oppression quand tu te retrouves un peu seul et démuni face à des hordes. Mais la peur de Resident Evil était vraiment très très différente. C'était vraiment une peur un peu sourde comme ça. Et puis il faut rappeler qu'à l'époque, ça sort sur une nouvelle console qui est plus puissante que les autres. Les gens, ils étaient ils étaient sur le cul par les graphismes. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais à l'époque, c'était incroyable. Et comme tu disais, en plus, le jeu te fait ressentir ça. En plus, c'est beau, donc tu le ressens d'autant plus. Et c'était un petit peu le en plus, il y a un requin géant. Et en plus, Karel. Bah justement, mais là, t'as raison de le dire, c'est qu'effectivement, le facteur déterminant, c'est la PlayStation. C'est-à-dire que c'est un jeu qui arrive. Et c'est pas pour rien que c'est le premier jeu à se vendre à 1 million. C'est que c'est un jeu qui arrive. Avant, il y a eu Wipeout. Enfin, il y a eu des jeux marquants, mais qui définissaient pas totalement le public auquel Sony voulait s'adresser avec cette console, à mon avis. Et Resident Evil, c'est le premier jeu à vraiment opérer cette synthèse d'un public adolescent, jeune adulte, auquel l'industrie du jeu vidéo ne parlait pas auparavant. Sur le plan marketing, disons que ça a permis à la PlayStation de se distinguer avec un marketing plus insolent, peut-être un peu plus provocateur, qui a battu son plein dans les pages de la presse papier de la fin des années 90, Abandonware, merci. Mais ouais, ça a permis vraiment, je pense, de repenser le public sur le plan marketing, à qui on s'adresse, et peut-être faire entrer l'industrie du jeu vidéo dans un âge un peu plus adolescent, là où auparavant on s'adressait plutôt à toute la famille, avec un angle plutôt Nintendo ou Sega. Est-ce que, Monique, par exemple, toi, tu penses que le succès à l'international aussi de ce jeu-là a eu un impact sur le jeu vidéo japonais alors ça je sais pas trop, mais dans l'idée aussi je pense une des choses qui fait que Resident Evil c'est un jeu qui a été très populaire très vite, parce que c'est un jeu où genre là déjà ça fait longtemps qu'on parle rien que du premier, c'est des jeux où il y a beaucoup de choses à dire en fait, et je pense que c'est un jeu, le bouche à oreille à mon avis a énormément fonctionné avec Resident Evil. Il y a tellement de choses à raconter dans tous les Resident Evil, tous il y a plein de trucs, genre c'est con mais je sais pas, genre rien que le premier, quand on y réfléchit, il y a quand même des serpents géants et des araignées géants. Non, il y a un requin. Il y a le requin, quoi. Il y a le requin, mais c'est con, mais genre Resident Evil, en fait, pour moi, l'un des trucs essentiels pour définir Resident Evil, c'est quand même la générosité. C'est des jeux, il y a plein de trucs, il y a plein de modes de jeu. Peut-être un peu trop, même dans certains, genre le 6. Non mais c'est une saga qui globalement pêche souvent par excès de générosité, mais là où je te rejoins, c'est que je pense que avant des jeux comme Resident Evil, dans la cour de récré, on se voyait le lundi, on se disait oh là là, ce week-end j'ai vu ce film d'horreur en secret parce que mes parents veulent pas que je le voie et tout, et là d'un coup ça devenait Resident Evil. C'est genre est-ce que t'as joué à Resident Evil? Ah non, mes parents veulent pas, et du coup on se racontait les trucs qui se passaient dans ce jeu, et ça générait vraiment une sorte de... Ça a choqué toute une génération. Les chiens qui sortent de la fenêtre, je crois que tout le monde le connaît, même ceux qui ont... Il y a ça, et même sans internet, je pense à l'époque les gens ont mis beaucoup de temps à le finir, donc du coup il y avait ce côté genre hey, j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça, machin truc. En plus c'est des jeux qui sont pas linéaires, donc je pense il y a eu des pattes différentes aussi, puisque les réalisateurs ont changé quasiment à chaque fois, même si on pense à Mikami, mais on peut parler de Kamiya aussi qui a eu. Et alors à ce propos justement, comment vous imaginez l'évolution de la saga dans son approche de l'horreur, puisqu'on a le hors-champ dans les 3 premiers, après le 4 change un petit peu, les influences aussi de Resident Evil, que tu parlais des influences cinématographiques, mais de la pop culture exactement, qu'on peut trouver dans cette saga. Comment la série a évolué son approche de l'horreur au fil de la série, et quelle patte on peut retrouver qui est typique de Kamiya par exemple, ou celle de Mikami? Bah déjà il y a un truc typique de Resident Evil 2 où on voit que c'est un jeu Kamiya, c'est ses personnages. Kamiya en 2 mots, comment tu... Bah l'une des choses intéressantes avec Kamiya, c'est qu'à chaque fois qu'on lui dit comment il conçoit ses personnages, il dit moi je fais Cobra. Ouais. Donc c'est-à-dire tous ces personnages, on pourrait imaginer Cobra, genre Claire Redfield dans Resident Evil 2, elle est super badass, elle fait que de provoquer. Genre là, dans le remake, on la voit vachement apeurée et tout, alors que sur le jeu PlayStation, c'est un gros troll. Elle fait que traiter non-stop. C'est incroyable. C'est vrai. Et Kamiya, tous ces jeux, c'est comme ça en fait quand on y réfléchit. Alors Okami, c'est la petite puce qui parle mal, mais sinon dans tous ces jeux, les Dante, laisse tomber, Bayonetta laisse tomber. Mais c'est une philosophie effectivement qui est beaucoup plus axée sur
un personnage beaucoup plus acteur, beaucoup moins esclave de son environnement aussi. Et c'est peut-être là qu'il y a eu des frictions avec Mikami, parce que Mikami était plutôt dans une approche où il y a un équilibrage, on est un peu faible, il faut gérer ses balles, etc. Là où Kamiya, c'est pas pour rien qu'ici son proto de Resident Evil a donné Devil May Cry derrière, quoi. C'est exactement ça, ils avaient surtout pas la même vision au début. En plus, Mikami a reproché ça souvent à Kamiya aussi. Il a dit mais t'aimes pas, de toute façon, t'aimes pas les films d'horreur de base, lui, il aime plus, c'est pas ton truc. Et lui, dès le début, il a pas du tout apprécié le tournant plutôt action, alors que pourtant dans Resident Evil 2 ça va. Voilà, on parlait de Devil May Cry, mais il a tout de suite eu un tournant différent, beaucoup plus action. Voilà, t'as plus de balles, tu vas moins courir, tu vas plus tuer. Et c'est aussi, je pense, là qu'il y a eu un petit changement de direction. Mais c'est ce qui a peut-être permis à la série aussi de se renouveler, non ? Autre chose aussi, je pense que le 2 ajoute aussi par rapport au premier, je parlais de la générosité, le 2, c'est mine de rien, il y a 2 CD, il y a 4 scénarios, mais bon voilà, on va dire il y en a 2. Il y a il y a les NG+, le fait de débloquer des armes quand on finit le jeu, le mode avec Tofu, le mode avec Kunk, le score. Non, mine de rien, c'est un jeu quand même qui est extrêmement riche pour l'époque, quoi. Et même les environnements du 2, il est beaucoup plus grand que le premier aussi, le 2, quoi. Ouais. Très bien, écoutez, on va faire une petite pause dans notre vaste débat parce qu'on a encore beaucoup de choses à aborder. Ouais, la pause musicale. Clarel, c'est quoi la pause musicale ? Je ne veux pas le dire. Alors, c'est Maître Gims, Zombie. Ok, à tout de suite. De retour en plateau après cette pause éprouvante. Clarel, enlève-moi ces lunettes tout de suite. Non, je suis le chaînon manquant entre Wesker et Maître Gims. Tu fais pas test. Très bien. On reprenons avec l'étard des deux et aucun avantage. Reprenons le débat où on l'avait laissé après l'épisode 3 qui gardait encore un petit peu la même physique et le même graphisme que le 1 et le 2 est arrivé Resident Evil 4. Code Véronique. Quand il est arrivé. Hein. Justement, tiens, quand il est arrivé, il a bien pris son temps, quoi. Est-ce que tu peux me parler de Resident Evil 4, un petit peu sa jeunesse, qu'est-ce que ça a donné, quel virage pour la saga, pour le jeu vidéo dans son ensemble ? Moi je me souviens des toutes premières images de Resident Evil 4 qui n'étaient pas véritablement celles que deviendra le jeu par la suite, puisque Mikami oblige, c'est genre on fait un jeu et puis à un moment on fait non, refaisons tout. Mais les premières images de Resident Evil 4 laissaient supposer un affrontement avec des sortes d'ectoplasmes, quelque chose de beaucoup plus ancré dans un fantastique pur et dur que. Même avant ça, il me semble que Kamiya avait le projet, non ? Qu'est-ce qu'il en a fait du coup ? DMC. Voilà, exactement. Comme tu sais pas ce qu'il a fait d'un truc, il a fait un DMC. Donc il a créé la saga, enfin la licence Devil May Cry comme ça. Ok, très bien. Et Resident Evil 4 va encore plus loin dans un virage quand même légèrement orienté action que proposait déjà Resident Evil 3, tout en gardant la grammaire ludique, on va dire, je sais pas, le gameplay des 2 premiers épisodes. Le 4e épisode, donc Mikami revient à la réalisation et décide effectivement de faire entrer de plein pied la saga dans le nouveau millénaire, avec un épisode extrêmement, une fois de plus, très très généreux, je pense. Très généreux, ouais. C'est un des plus généreux de la saga, et avec une réalisation. Donc l'épisode sort sur GameCube en tout premier. Tout à fait. Et pousse les capacités de la console vraiment très très loin, avec une réal assez époustouflante pour l'époque, et un jeu toujours très très oppressant, où l'aspect survival est, cela dit, moins présent, et où on se retrouve quand même de plus en plus vers un jeu d'action horrifique, ce qui pour moi n'est pas un défaut, mais on passe clairement à autre chose. Et c'est une évolution logique ou c'est une erreur est-ce que c'est la grande trahison Resident Evil 4 ou est-ce que c'est les horizons chantants? Monique par exemple, qu'est-ce que tu... Non, Karel, toi d'abord, tu es l'invité. Pour moi, ouais, Resident Evil 4, c'est vraiment un jeu somme. C'est vraiment, on voit qu'il y a eu beaucoup d'années de développement. Ils ont abandonné plein de trucs, ils ont tout mis dans le jeu, et clairement, pour moi, c'est comme un jeu Treasure, Resident Evil 4. Il y a une idée non-stop, il y a des boss tout le temps, il y a des nouvelles situations tout le temps. C'est quand même dingue. Dedans, il y a la variété des environnements et tout machin, la variété des ennemis aussi. C'est le bestiaire le plus riche qu'on a vu dans un TPS. T'as une salle avec de la lave, c'est Ocarina of Time, quoi. Après t'as l'arrivée sur l'île, c'est du Metal Slug, enfin c'est n'importe quoi. Putain, un château Lego quand même, quoi. T'es dans le putain de château Lego, c'est trop bien. Moi j'ai kiffé. Il y a une mine, il y a une statue géante qui marche et tout, il y a tout. Ah ouais, non, ça annonce clairement Uncharted. Il y a tous les films de Carpenter aussi, il y a The Fog au début, après t'as The Thing, il casse tout. Ouais, c'est
le village. Je trouve que encore plus que dans le premier épisode de Mikami, il va encore plus loin dans la citation cinématographique, effectivement, où là c'est clairement explicite. Le massacre à la tronçonneuse, il est là. L'hommage à The Thing, il est là. Le troll du Seigneur des Anneaux. Le troll du Seigneur des Anneaux est déjà là. Mais c'est vrai que c'est comme s'il avait placé toutes ses billes par-dessus. Non, mais le troll du Seigneur des Anneaux, j'hallucine encore sur ce passage. Et puis t'as du Sam Raimi aussi avec justement le côté l'attaque de la baraque, Evil Dead, complètement quoi. Et tu nous as t'as dit un mot, enfin 3 lettres, TPS. Dis-toi ce que tu penses que Resident Evil 4 a eu une influence sur les TPS. Alors sur la télévision par satellite, je suis pas sûr. Oui. Je vais dire qu'on le couvre d'or, cet homme. Les jeux à la Gears derrière. Ça vient de Resident Evil 4 ou... Après ça a entraîné tout ça, c'est cette fameuse caméra à l'épaule, ça a ramené plein d'autres bonnes idées, hein, il faut le dire. Après, j'en parlais déjà pour la critique tout à l'heure de Resident Evil 2, ils ont choisi de ne plus avoir cette caméra fixe, qu'on l'avait toujours, mais différente dans Code Veronica d'ailleurs, qui est un peu plus flottante. Et on peut déjà gérer un peu l'angle. C'était semi-3D les environnements. Tout était en temps réel et t'avais des travelling. On sentait déjà qu'il y avait une légère transition. Et je pense que, encore une fois, c'est un virage pour se rapprocher un peu plus de l'action. De base, Capcom, il faisait quand même pas mal de jeux d'action, des shooters. Donc on sentait la transition arriver naturellement et c'est arrivé. Après, t'aimes ou t'aimes pas à ce niveau-là. Moi je trouve que ça a créé des bonnes choses et que c'est aussi une bonne chose pour la saga qu'elle ait pris ce virage. Justement, j'avais 2 petites anecdotes là-dessus. Effectivement, tu viens de le dire, c'est que ça correspond à l'ADN de Capcom. Et Okamoto, à l'époque, avait avoué ses regrets de ne pas pouvoir justement laisser les personnages tirer et se déplacer en même temps. Oui. Lui, si Resident Evil était à refaire, il aurait refait Mega Man Legends en fait, beaucoup plus. Non mais vraiment, il l'a dit, hein, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Mais ce qui est intéressant, j'avais vu ça dans un Joypad preview de Resident Evil 2, si je dis pas de bêtises. Il disait, ou du premier, je sais plus, mais il disait que c'était la synthèse parfaite entre Doom et Tekken. Et quelque part entre Doom et Tekken. Oui. Non mais voilà, c'est peut-être ce dont se rapproche peut-être le plus Resident Evil 4 et Resident Evil 6 peut-être derrière. Pour moi c'est l'héritier des deux. Resident Evil 4. Non, Resident Evil 4 tu commences à mettre des high kicks, hein, donc limite. Et tu éclates la tête des mecs en face. Et tu fais des suplexes. Exactement. Non, et même le truc qui est fantastique, c'est les exécutions dans RE4, ils sont localisés en fonction de là où tu as tiré pour stun l'ennemi. Ouais, tu peux pas lui faire la reprise. Genre dans le genou, dans la tête. C'est pas Resident Evil 4, 5, 6, donc du coup qu'on peut mettre peut-être un peu dans un même sac, en tout cas à quoi ça ressemble. Il y a du blockbuster hollywoodien dedans. Ouais. Joe, toi qui est par exemple que tu spécialiste cinéma, quels sont les codes de mise en scène, parce qu'on lit souvent les deux sagas, comme tu as parlé aussi de Metal Gear tout à l'heure, enfin de Kojima, on lit souvent Kojima, enfin MGS avec le cinéma, on lit souvent Resident Evil avec le cinéma, peut-être encore plus avec le 4, 5, 6, pourquoi est-ce qu'on fait ce rapprochement là? Il faut aussi prendre en compte, même si c'est pas une résultante directe, que à partir de Resident Evil 4, il y a aussi la saga filmique de Resident Evil qui fait son petit bout de chemin au cinéma. Oui, mais mine de rien, en fait, il y a aussi des ambitions de la part de Capcom de plus en plus coller à l'ambition cinématographique qui est entre 10 000 guillemets appliquée à la saga cinématographique. Et donc, étant donné qu'il y a une saga cinématographique d'envergure, qu'on la trouve de qualité ou pas, il faut que les jeux suivent aussi ce cheminement d'être des blockbusters. Et puis, je pense qu'à la sortie de Resident Evil 4 et 5 et 6, on est vraiment dans une grosse période, même si on en sort un petit peu aujourd'hui et que ces gros jeux-là finissent par lasser, c'est quand même la grosse mode des AAA où tous les gros studios veulent sortir le plus gros jeu possible. Et c'est presque une course au dynamisme, une course à l'action, une course à la performance. Et pour moi, Resident Evil 4, c'est clairement les prémices de ça, quoi. Mais ça a bien marché puisque le 5, je crois, est le plus vendu. C'est le plus vendu, il a 12,14 millions. Alors que je pense qu'autour de cette table, on sera d'accord pour dire que c'est pas le meilleur. Non, mais après ils apportent des nouvelles choses. Moi, le jeu, je l'ai fait entièrement avec un pote, par exemple, tu vois. Le 5 Le 5, j'ai jamais joué tout seul. Et ce sentiment d'horreur, de solitude que tu as dans le 5, tu fais en coop. Oui, non, là c'est un jeu d'action, là, tu tires bien, là. Moi, mon problème avec le 5, c'est que c'est ni un bon jeu, je trouve, coop, ni un bon jeu solo, parce qu'en coop, il y a quand même toujours quelqu'un qui va avoir le rôle ingrat. Il y a un moment où t'es dans une grotte où il y en a un, il tire la lumière. Ouais. c'est quand même dur, quoi. Même le combat final,
il y en a un qui tire et l'autre qui doit pousser des rochers, tu vois. Enfin, Ouais, voilà. c'est vrai Non, que mais il y a ça, il y en a un, il fait les énigmes, l'autre, il voit pas ce que l'autre fait. Ce qui est intéressant justement, c'est que vous dites que tu as dit le jeu sont toujours très très généreux. J'ai l'impression qu'avec Resident Evil 6, ils ont essayé de faire au-delà d'un triple A, un espèce de quadruple A en mettant tous les styles qui sont à la mode. A, là. Ouais, enfin un 9 comme on dit quand il y a 9A. Est-ce que la saga c'est pas à partir du 4 c'est pas un petit peu perdu en fait? C'est ça qui Karel. Je pense surtout qu'en fait c'est full circle, c'est-à-dire que le 4 a tellement influencé tous les autres jeux qu'au final entre temps il y a eu Gears, il y a eu Uncharted, il y a eu plein de jeux comme ça. L'intro du 6 c'est littéralement du Uncharted quoi, c'est des QTE dans tous les sens, etc. Mais ce qui est intéressant c'est justement que peut-être que Resident Evil maintenant est plutôt dans une posture de on voit ce qui marche, on voit ce que le public attend et on s'y conforme un peu plus qu'avant où il s'agissait d'aller défricher des horizons pour le jeu vidéo. Et peut-être qu'aujourd'hui, on voit avec le 7 par exemple, le 7 pourquoi il est comme ça? Bon, d'une part il y a Silent Hills évidemment, mais c'est aussi surtout le boom des jeux en train fantôme comme Amnesia par exemple. Donc je sais pas, pour moi Resident Evil avec les épisodes d'action est peut-être basculé dans une position plus attentiste dans la façon de penser le jeu vidéo, même si après ça reste très très généreux dans l'ADN Capcom et dans l'ADN action-aventure justement. Là où je trouve qu'on lui fait un peu un procès facile, alors certes ils ont mis beaucoup trop de trucs dans le 6 pour bien le faire, on est tous d'accord pour qu'il y a des problèmes. Hooper disait rien n'a été bâclé, tout a été foiré. Je cite mes sources. Voilà. Non, parce qu'il y a des trucs assez extraordinaires dans Hero 6, c'est aussi la physique par exemple qui s'applique pas partout. Ouais. C'est-à-dire que tu vois un modèle de vélo, tu passes, tu le bouges, tu le recroises plus tard, il bouge pas. D'accord. C'était trop long. T'es dans une maison, tu tires sur une bouteille, tu vas dans une autre pièce, tu tires sur la même bouteille. Tu tires sur une bouteille donc. Ouais, bah voilà, c'est juste en fait en fonction de là où est placé le truc, il n'y a pas du tout la même physique qui s'applique quoi. Non, effectivement, c'est un jeu qui est assez surprenant là-dessus, qui a pas mal de. Par contre, il y a juste un truc où je veux le défendre quand même, c'est que quand on dit ils ont voulu faire du Uncharted et tout, c'était un peu facile, ils ont la grosse licence. Il faut quand même rappeler que quand même Resident Evil 6, il tente énormément de choses. Mais c'est un super jeu. Moi, je trouve que c'est un super jeu. Même il y avait du de scénario, il y a des trucs bien. Le boss final de Léon est super. Hein. D'accord. Ouais. C'est un argument. L'idée est excellente. Quand on parle justement d'ancrage dans le film d'horreur, pour le coup, l'idée de faire une mouche géante, désolé, je spoil. Mais l'idée de faire une mouche géante avec un personnage qui a une relation abusive avec Ada. Ça épouse totalement thématiquement le clin d'œil à Cronenberg et à la mouche, tu vois. Ils font quelque chose. Qui a fait toutes les histoires du 6? Ah ouais. Moi j'ai tout fait aussi. J'ai tout fait et Léon même plusieurs fois. Parce que moi j'avais commencé par la comment il s'appelle, le nouveau perso en fait. Jake et Cheryl. Et Cheryl, et au final j'ai l'impression que c'est. Enfin j'ai eu plus d'intérêt par cette histoire là. Et j'ai pas l'impression que c'était la meilleure de loin en fait. Le début dans la neige, il est chaud quand même. Tu parles de quoi, de Red Dead là? De toute façon, on parle d'un jeu beaucoup trop fat pour qu'il n'y ait pas des trucs chauds dedans. Hein. Il y a des trucs chauds. Mais moi, je trouve que c'est un jeu dont l'ambition et les qualités dépassent les défauts. Je suis assez d'accord, pour moi Resident Evil 6 en vrai je trouve que c'est un peu un tas de merde avec vraiment des petites pépites d'or. Non mais il y a vraiment des pépites d'or. Ils ont mis trop de choses et ils se sont tirés 36 balles dans le pied en fait. C'est ça, il faut s'infliger des horreurs mais il y a des moments vraiment fantastiques dans le jeu. On va rester sur le tas de merde pour finir sur Resident Evil 6. On a parlé un petit peu des films Resident Evil, donc c'est une série de films aussi qui est très connue. On va dire ça comme ça, qui a rapporté beaucoup d'argent, qui n'est pas forcément de très grande qualité. Je crois que Karel, t'as les chiffres, tu pourras me le donner après, mais juste, ça te pose la question du cross-média. Est-ce que Capcom était premier sur le cross-média avec Resident Evil? Les films ont été réalisés par Paul Anderson, le mauvais, pas Paul Thomas Anderson, mais Paul W.S. Anderson. Karel, t'as les chiffres, je crois, oui, par exemple, pour donner une idée, le premier, il a coûté 33 millions, il en a rapporté 102. Et au total, ça donne 88 millions de dollars investis, 288 pardon, pour un total de recettes de 1,23 milliard. C'est quand même énorme. En 6 films, c'est énorme. Mais comment on explique que ça marche? Ça augmente avec le temps. Comment on explique que ça marche? Parce qu'en plus, les films sont pas du tout corrélés avec les jeux. Parce que Jojovic, elle est fraîche. Ouais, je déconne. Ouais. En vrai. Non, je pense que on est aussi à une grosse période
à l'époque de la sortie du premier et surtout des 2-3, c'est la grosse vague de films de zombies quoi. T'as le remake de l'Armée des Morts, de Dawn of the Dead par Zack Snyder, ouais. t'as 28 jours plus tard, enfin c'est vraiment la grosse zombie mania et les gens vont un peu voir tout et n'importe quoi tant qu'il y a des zombies dedans. Et je pense que Resident Evil ça a plu à une partie du public qui de base n'est pas forcément un public fan de films d'horreur, qui est plutôt fan de blockbusters d'action un peu neuneux et qui dans Resident Evil ont trouvé exactement ce qu'ils allaient chercher. Typiquement, c'est Matrix Carrément. avec des zombies. Ouais, en fait, voilà, hein. c'est ça, le film exactement. fait pas peur en plus. Enfin, les Non. films Resident Evil, contrairement au jeu, et c'est ça la grosse hérésie, c'est qu'ils font pas flipper. Du coup, beaucoup plus de gens peuvent se dire, ok, à la limite, c'est fun, il y a des mecs qui se font éclater, voilà, ça passe, mais j'ai pas peur. Et du coup, ça touche un plus grand public. Du coup, Resident Evil s'est inspiré du cinéma. Est-ce que Resident Evil a eu une influence sur le cinéma, notamment le cinéma d'horreur? Bah, pas sur sa série, pas sur sa sur sa propre série cinématographique. Mais sur en tout d'autres cas. films Ah bah oui, ouais, je pense. Bah, le premier exemple qui me vient à l'esprit, il y en a plein, mais assez récemment, il y a Conjuring, dont la manière de filmer les espaces confinés d'une maison sont clairement hérités de Resident Evil. Après, c'est toujours pareil, c'est la pop culture, donc c'est une sorte de boucle infinie où tout Surtout avec s'influence. l'horreur, en plus. Mais en particulier avec le cinéma de genre et l'horreur. Mais je pense que oui, en fait, il y a des personnes qui ont vu dans Resident Evil ce que les réalisateurs de la saga cinématographique Resident Evil n'ont pas vu. Je pense qu'un mec comme James Wan, effectivement, qui est gamer de base, ça lui a pas échappé. Mais il y a j'en ai pas là comme ça qui me viennent en tête, mais il y a clairement, j'en suis sûr et certain, d'autres films. Après, sur les musiques aussi, on pourra trouver des exemples sur les ambiances. Parce que c'est pas le même rapport quand t'as une manette dans les mains et quand tu subis un film. Mais c'est pas du tout la même chose, et du coup il y a cette relation aussi du joueur-spectateur. Ça a ramené plein de choses. Effectivement, j'ai pas d'exemple concret, mais Karel. on peut toujours trouver des petits trucs dans les films. Mais Joe, justement, tu l'as dit à très juste titre, la zombie mania, elle vient d'où? Ah bah la zombie mania, voilà, la zombie mania, elle a été clairement réintroduite en partie par le survival horror, par la mode du survival horror, en tout et cas, par ça a prouvé qu'il y avait un public. Ouais. Donc, Bah en gros, il y a eu deux trucs qui se sont presque juxtaposés. Il y a eu la saga Resident Evil jeu vidéo qui a ramené un petit peu le zombie au premier plan, le cinéma qui a suivi, et le clou le dernier clou du cercueil, c'est la saga comics Walking Dead, suivi ensuite par la série, où là on a atteint une sorte d'apogée de la zombie mania. Mais finalement, le début du comic book Walking Dead, c'est 2003 aux États-Unis. Ah ouais, Donc ça date un petit peu, si tu veux. Et aux États-Unis, c'est arrivé qu'en 2007 en France chez Delcourt, mais aux États-Unis ça cartonnait déjà, et ça faisait clairement partie de cette mouvance-là. Monique, J'avais juste une petite question. Les films Resident Evil, c'est vraiment des films de zombies? Parce que moi, j'en avais vu un, c'était un espèce de Mad Max C'est plutôt. des films d'infectés. C'est des... Non, mais- Ouais, oui, c'est le 3 qui est Mad Maxien à C'est le mort. 3 là? Ouais. Ou le 4, je sais pas. C'était le 3, ouais. Bah, il y avait des corbeaux. Enfin bref, je vais rien compris à ce film. là, Capcom tu nous disais que Capcom avait inventé le mot survival horror. Aujourd'hui, le survival horror, c'est quoi les héritiers de Resident Evil? Est-ce que Resident Evil est toujours au top, ou est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que Pour moi, il y a Evil Within. Hein. Il y a The Evil donc de Within, Mikami également, Ouais. Ah bah ouais. qui est l'aboutissement pour toi? Bah, le 1 et le 2, les deux sont super quoi. Ouais. Le 1, il y avait quelques petits soucis, je trouve que le 2 a pas mal réglé. Mais Moi, ce que j'aime particulièrement dans The Evil Within, c'est que c'est Mikami qui est débarrassé de tout le lore et de tout ce que Resident Evil peut accumuler comme pression sur le dos d'un réal, et donc je trouve que c'est un jeu foncièrement japonais quoi. C'est très 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 jap dans la manière de penser le truc, et du coup c'était hyper rafraîchissant quand c'est sorti. Enfin, moi ça m'a fait beaucoup de bien The Evil Within. Ouais, ça a apporté plein de nouvelles idées. En plus, c'est vrai que quand tu crées une série et que t'en es à ton... C'était le 6 qui venait de sortir après. Je crois, c'est il après pourrait le déjà en 6. avoir une dizaine en vrai. Hein. Mais en vrai, ça lui a permis ce qu'il aime bien faire, recommencer à zéro et réutiliser des nouvelles idées. Et The Evil Within, il a apporté plein de bonnes choses et un nouveau vent encore une fois. Et le 2, c'est vrai que le 2 est quand même mieux foutu.
Et ce qui est marrant dans le 1, c'est que tu retournes aussi dans une espèce de mansion et tout. Il y a des petits clins d'œil de tous les côtés qui sont cool. Très vite, il fait un clin d'œil à Resident Evil 4, de toute façon. Après, le jeu n'a pas eu les deux jeux n'ont pas eu le succès qu'a eu. Enfin, ça n'a pas été le raz-de-marée de Resident Evil, mais moi je trouve que c'est un peu, un bon WAD de Mikami quand même, qui fait. Regardez, je vais faire ça, je le fais très très bien. Peu de gens l'achèteront, mais. Pour conclure le débat, on va juste recentrer rapidement sur l'actualité de Resident Evil. On a vu Resident Evil 7 en FPS, on a vu Resident Evil 2 qui revient un petit peu à l'ancienne. VR. D'ailleurs, merci. Je l'ai fait en full VR, moi le 7. Moi j'ai pas pu, c'était beaucoup trop. Bref. Et la série, donc qu'est-ce que Resident Evil a à nous apporter aujourd'hui? Ça va où, Monique, tu penses? Pure théorie, moi à mon avis, ils vont faire 2 séries parallèles, ils vont faire des TPS et des FPS. Moi je pense aussi, ouais. Et vous pensez que la série a encore des choses à apporter? Éventuellement, j'irais même plus loin en disant que je pense que les FPS vont s'orienter de plus en plus, s'éloigner du lore original et vivre leur propre vie, et les jeux qui resteront dans le canon pur et dur initié depuis le premier épisode vont continuer en TPS. Avec le 7, ils ont amené des nouveaux persos, ils ont amené une nouvelle histoire et ils vont pouvoir creuser là-dedans et faire leur propre truc parallèlement au reste. Ou moi je les vois suivre une structure à la Star Wars, c'est-à-dire on a eu non mais c'est-à-dire que si tu veux Resident Evil 1, 2, 3 formule classique, 4, 5, 6 formule moderne, 7, 8, 9 en FPS avec des Star Wars Story, en l'occurrence là Resident Evil Remake entrecoupé pour ménager la chèvre et le chou et toucher tous les publics. Moi je les vois très bien faire ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Pour finir, un petit tour de table, votre Resident Evil préféré comme ça. Karel. Ah bah le 2. Le 2. Ah, ça typé à ma droite. Bah vas-y, alors attends, tu te donnes la parole, donc toi aussi le 2 ? Non, moi le 4. Ah, le 4, d'accord. Alors j'aime beaucoup le 2, mais le 4, pour tout ce qu'on a dit, la variété des situations et tout, extraordinaire. Moi c'est le remake du premier sur GameCube. Qui est devant toi, qui est juste devant toi. Le remake du premier sur GameCube avec le 4 juste derrière, mais vraiment un chouïa. Tout à l'heure tu disais que c'était Code Veronica ton préféré. Non, Veronica fait partie de mes il est dans mon top 5 clairement. Même dans mon top 3, je mettrais Code Veronica derrière Resident Evil 4, juste derrière. Petit tour. Moi c'est le premier mon préféré. D'accord. Et après c'est vrai que le 2 est très très bon aussi, le remake est vraiment super cool. Le remake est hors catégorie, mais ce que j'aime beaucoup dans le 2, et juste pour finir, on a le temps. Vas-y, on a le temps très vite. Moi ce que j'aime beaucoup dans le 2, c'est vraiment qu'il a un discours, si tu veux, sur la place de la famille au Japon qui est super intéressant, avec notamment la famille Birkin qui donne naissance aux zombies parce qu'elle est dysfonctionnelle. Et justement c'est le fait de sortir de la famille nucléaire avec Claire, Léon et Chéri qu'on va peut-être pouvoir reconstruire quelque chose. Et le fait d'utiliser le mythe du zombie pour livrer un discours comme ça, je trouvais ça assez osé, et je trouve que le jeu là-dessus, on a beaucoup plus de choses à en dire que Code Veronica aussi, il en parle beaucoup. On n'a pas vraiment parlé des spin-offs et ce qu'ils ont apporté, même si Code Veronica n'est pas vraiment un spin-off, parce que ça aurait pu être... Bref, c'est... Mikami dit que c'est le 2. C'est le 2. On aurait pu lire beaucoup de choses, malheureusement le temps passe et nous arrivons à la fin de notre débat. Merci beaucoup messieurs, mais le meilleur moment de l'émission arrive, puisque c'est l'heure du quiz musical. Alors, le quiz musical, les règles sont simples, 5 morceaux, 1 point par morceau. Si vous donnez une mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse. Le thème du jour, c'est Capcom un ouragan, donc c'est-à-dire que on a même eu un habillage qui est Team Stars, Team Umbrella. Ok, très bien. Ça sera que des jeux Capcom, donc ils sont éditeurs ou développeurs, mais il n'y a pas de Resident Evil dedans, donc en régie. D'accord. Premier morceau, s'il vous plaît. Devil May Cry. Dino Crisis. Ah, faut qu'on dise. Devil May Cry. Non mais vous l'avez eu avant. Oui, c'est ça, pardon. C'est juste que le son. Ok. Oui, c'est le morceau Public Enemy de Devil May Cry, premier du nom, effectivement. Donc 1-0 pour l'équipe. Et on a oublié de dire, du coup, quand on dit une réponse, ça passe à l'autre, parce qu'on enchaîne les deux. Mais de toute façon, la première était bonne. Voilà. La première était bonne. On concède, on parle mal, mais on concède. 1 point pour l'équipe bleue. Deuxième morceau, s'il vous plaît. Ah bah oui, c'est Street Fighter. 2 points pour l'équipe bleue. Ah mais c'est plus Street rapide. Fighter 2, c'est Chun-Li. Exactement. Donc, allez, ça, 14 points. Le troisième morceau, un peu plus compliqué peut-être, on verra. Et ça tournait. Non, à vous, équipe bleue. Enfin, équipe Stars. Ah non, oui, vas-y. Non, c'est pas. Ah, non, j'ai pas. J'ai peur de dire une grosse connerie en fait. Je vous donne un indice, c'est un jeu récent de Capcom. C'est le dernier Marvel vs Capcom ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, du coup, est-ce que c'est Monster Hunter World? Exactement. Évidemment. Bon. Exactement, c'est Monster Hunter World, c'est le Valputride. Excellent jeu. D'ailleurs, meilleure vente de Capcom, Monster Hunter World. Meilleure vente ever, ouais. De Capcom, très bien. Incroyable. Quatrième morceau, on remonte un petit peu dans le temps.
Megaman 2. Ah non. Voilà. Megaman 2, Beaucoup trop effectivement. Dr. Willy, c'est ça. La semaine dernière, on m'a dit que le quiz. La dernière fois, on m'a dit que le quiz Mickey était trop dur, pardon, donc j'ai fait un truc plus simple, mais peut-être un peu trop. En tout cas, il y a 2-2, donc le dernier morceau va vous départager. C'est le dernier, là ? Attention, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. On va, non ? Je l'ai. Bah, si tu veux. La main n'a pas été prise encore. Non, mais j'ai peur de dire une connerie et de leur. Power Stone. Comment ? C'est pas Power Stone? Non. Ah, C'est alors. un jeu connu. Hein. C'est connu. Power Stone, c'est connu, mais il faut avoir joué à la Dreamcast, quoi. Voilà, on est d'accord, c'est juste pas connu. C'est le point de la victoire là. On est sur un Marvel vs Capcom là. Il insiste avec Mario. Ouais, je sais pas. Mais ça n'est pas Tu nous as fait perdre 2 C'est la mer Noire. Stéphanie Monaco. Non, je pense aussi que c'est un MVC. Hein. Donc Bah ouais, personne, ouais, personne. Attends. Tu dis que c'est connu. C'est connu, ouais. Est-ce que t'as une année Beautiful une Joe. C'est un Capcom 5, il me semble. Ah, bah Killer is Dead. Non, Killer 7. Killer 7, exactement. Aucun Donc, regret. donc les Capcom 5 qui sont ces 5 jeux qui à la base devaient être des jeux exclusivement sur GameCube, puis ça s'est Ouais. mal passé. Enfin bon, bref, c'est un Alors, peu compliqué. Une dope sur côté. Ils hein, sont faut sur dire, hein. GameCube aussi. Ironie de l'histoire, Et c'est sur que PS2. tous les jeux du Capcom 5 ont mieux marché sur Sur PS2. PS2, ouais. Oui, voilà. Bah, normal. Eh bien, ce qui devait se merde. passer Ah, et c'est passé. Bah ouais. L'équipe rouge, l'équipe Umbrella a gagné, mais Les en même temps, méchants ont c'est gagné, de quoi. la triche. Je pense que c'est un petit peu de la triche puisque vous avez dit que vous ne seriez pas ensemble normalement, messieurs. Donc pourquoi est-ce Ouais, que vous avez j'avoue, fait ça Ouais, mais Vous attends. faites déjà ça par la chaque force des semaine. Tous les mois au Kawaii Ouais, Café. tous les mois, voilà. Venez nous tester. Messieurs, le temps passe, c'est l'heure des recommandations. Oh là Joe, là. à toi. Oui, recommandation. Il y a une collection Disney chez Glénat qui est très très cool, qui donne la chance, la possibilité, l'opportunité à des auteurs et dessinateurs le montrer, franco-belges de Ici, cette s'attaquer caméra. au mythe de Mickey, Mouse et de Donald et de Dingo. Et le tout nouveau Lewis Trondheim donc vient de sortir. Ça s'appelle Horrific Lang. Lewis Trondheim, auteur de Donjon, des aventures de Lapino, super auteur de bande dessinée, qui s'attaque pour la 3e fois à Mickey avec ce tome. C'est clairement de la bande dessinée plus orientée jeune public, mais c'est hyper cool. Et le dessin de Alexis Nesme est absolument somptueux. Ça se passe dans un parc d'attractions à tendance horrifique, train fantôme, donc c'est complètement ma cam. C'est également dans le thème de cette émission. Ça tombe très bien. Et hein. c'était un hasard total. Très Voilà. bien. Titouan. Moi, je vous conseillerais Resident Evil Code Veronica parce qu'on en a pas parlé D'accord, et que c'est un excellent jeu, un excellent survival horror. Ouais. Celui-là pour le coup. Et il est sur PS2 aussi avec le remake, je sais pas trop, enfin remaster C'est un plutôt. remaster. Ouais. C'est un remaster. ouais. Code Veronica X que je vous conseille plutôt, il est plus facile à trouver que celui sur Dreamcast. Voilà. D'accord. Qui veut que vas-y. Ouais, moi du coup j'ai improvisé une reco, effectivement j'avais pas prévu, mais en ce moment j'écoute Prince Daddy and the Hyena. Si vous aimez bien le punk rock, allez-y. Voilà. D'accord. Très Tout bien, simplement. simple, efficace. Et moi j'ai 2 recos, je vais aller très vite. Oh là J'ai- là 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 là. Alors, non, s'il y a un film à voir cette semaine entre Punisher et Resident Evil 2, c'est Assaut de John Carpenter. Film fondateur absolument incroyable sur un commissariat qui se fait prendre d'assaut par une bande donc. de Super la reco de malfrats. 1978. Tout à fait. Et oui, ah là là. Non, mais film fondateur absolument incroyable. Allez-y, ça a fondé tout le cinéma de Carpenter derrière. Carpenter, on rappelle, c'est The Thing, donc Resident Evil, la boucle est bouclée. Et mon autre Et recommandation, c'est Haunting Ground sur PS2, Oui. qui est un survival horror sacrifié sur l'hôtel de Resident Evil 4. D'accord. À l'époque, Capcom n'a absolument pas marketé. C'est génial. Qui l'a fait? Alors Capcom. Non mais J'ai pas le nom du. c'est pas du Mikami Camilla. Pas du tout. Non, Non, c'est un spin-off de la série Clock Tower en fait. Ah oui, Bah, je d'accord, pense que évidemment. C'est les anciens de conseille Human, Clock je Tower. crois. Clock Tower, oui, c'est Exactement. Et en fait, donc on incarne Fiona, qui est une jeune demoiselle enfermée dans un manoir, aux prises avec un ennemi invincible qui va la poursuivre pendant tout le jeu. comme avec, Resident Evil 3. quoi. mais suivant une progression chapitrée avec différents personnages qui vont te poursuivre au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus dur. Et tu as D'accord. un chien que tu peux élever et qui va t'aider justement à tendre des pièges à l'ennemi. Mais tu D'accord. peux le faire ou pas. Et si le chien meurt, il meurt. D'accord, bah très bien. Très bien. Ciao. Donc très très bon jeu. Merci Karel. En parlant de chien, du coup moi je vais vous recommander Tale of Vesperia Definitive Edition. Mais Jonathan en a déjà parlé la semaine dernière, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Réécouter sa critique, j'étais plutôt d'accord avec lui. Ça fait plaisir de retrouver un vieux JRPG comme cela. Meilleur chien du jeu vidéo. Meilleur chien du jeu vidéo. Yokami. Messieurs, nos invités, merci d'être venus nous voir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Moi sur Twitter, @joehum, et sur Instagram, soit joehum, soit French Toy Love pour les photos de jouets. Pour les photos de jouets d'ailleurs, il n'y a pas trop de photos de jouets de Resident Evil. Non, parce que les jouets Resident Evil sont soit vieux et introuvables, soit il y en a peu. La tronçonneuse. Très bien. Monique, on te retrouve où ? Monique Duterter sur Twitter et aussi sur Radio Kawa pour les lives. Il y en a un le 9 et 10 février. D'accord, très bien. Bah écoutez messieurs, comme on dit, C'est la fin des choux. voilà, cela marque donc la fin de notre numéro 81 de Hyperlink. Merci à tous. La semaine prochaine, Karel, je te rends ton siège, il me semble. Tout à fait. Deuxième blockbuster Kingdom Hearts, donc. Tout à fait, oui. Donc, c'est une émission une émission sur Disney, un règne sans partage, point D'accord, d'interrogation. d'accord. On recevra Sébastien Roffa, directeur de recherche, directeur de la collection animation aux éditions de l'Harmattan, et également Kevin Sicurel du Cozy Corner. D'accord, très bien. Eh bien. Merci à tous sur le chat, merci à tous en plateau, merci à tous en régie, merci Hortense, enfin comme d'habitude, merci à tous. Merci qui descend là, c'est Hortense, merci. Passez une très belle semaine, on vous retrouve dimanche prochain donc, pour parler de Disney, et puis d'ici là, jouez à des bons jeux et regardez des bonnes séries. Salut, Salut ciao. tout le monde. Salut. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.